Dans la partie suivante de notre cours, nous allons parler du sens étymologique du mot, des mots motivés et des mots immotivés. Il est évident qu'il n'y a pas de lien organique entre le mot, son enveloppe sonore et l'objet qu'il désigne. L'enveloppe sonore d'un mot n'est pas due au hasard, même dans le cas où elle paraît l'être. La table fut dénommée en latin tabula, planche, parce qu'autrefois une planche tenait lieu de table. Le mot latin calculus, caillou, servait à désigner le calcul, car anciennement on comptait à l'aide de petits cailloux. Le sens premier ou originaire du mot est appelé sens étymologique. Ainsi, le sens étymologique du mot table est planche. Le sens étymologique des mots peut ne plus être senti à l'époque actuelle. En liaison avec le sens étymologique des mots se trouve la question des mots motivés et des mots immotivés. Le sens étymologique appartient à l'histoire du mot, alors que la motivation en reflète l'aspect à une époque donnée. Tous les mots d'une langue ont un sens étymologique, explicite ou implicite, alors que beaucoup d'entre eux ne sont point motivés. Tels sont chaise, table, main, sieste, fortune et beaucoup d'autres. Nous aurons des mots motivés dans journaliste, couturier, allunir, porte-clés, laisser passer, dont le sens réel émane du sens des éléments composants. On dit d'un mot motivé qu'il possède une forme interne. Pour les mots à structure complexe, on distingue la motivation directe et la motivation indirecte. On assiste à la motivation directe lorsque l'élément ou les éléments de base du mot motivé, possèdent une existence indépendante. Dans le cas contraire, il y aura motivation indirecte. Ainsi, journaliste, formé à partir de journal, sera motivé directement. Par contre, oculiste et aquatique le seront indirectement, du fait que ocul et aqua n'existent pas sous forme de mots indépendants. Il est à remarquer que la motivation d'un mot n'est pas absolue. Il est difficile de dire pourquoi coupe-gorge sert à nommer un lieu, un passage dangereux, fréquenté par les malfaiteurs et non point, par exemple, un instrument de supplice, comme coupe-légumes, coupe-papier, coupe-racine. Il n'y a pas de raison logique valable à ce que le mot laitière désigne une femme qui vend du lait et non pas un pot à lait. Par analogie avec théière, cafetière, il serait plus juste de dire que ces mots sont relativement motivés. En principe, tout mot est motivé à l'origine. Avec le temps, la forme interne des mots peut ne plus se faire sentir, ce qui amène à leur démotivation. Le processus de démotivation peut aboutir à la perte totale par un mot de son caractère motivé. Tel a été le sort de chahuter, qui ne se rattache aujourd'hui ni à chat ni à huer, et ne signifie plus crier comme un chat huant. Ce mot n'est point motivé à l'heure actuelle. Des cas assez nombreux se présentent lorsque les mots exprimant la même notion mais appartenant à des langues différentes ont la même forme interne. On dit en français le nez d'un navire, une chaîne de montagne, la chenille d'un char, de même qu'en russe, noskarabla, tsepkor, Gusinitsa tanka, en géorgien, Tebishjajui, Kedigive,
tankismukhlukhom. On dit en russe ruchka skavarotki, en géorgien tapis sakheluri et en français la queue d'une poêle. Nous pouvons constater qu'il peut y avoir un décalage entre la motivation et le sens étymologique. Ce décalage apparaît nettement dans le phénomène appelé étymologie populaire. Nous assistons à l'étymologie populaire lorsqu'on attribue à un vocable un sens étymologique qui ne lui appartient pas en réalité. Jadis, sous le règne de Louis XI, aux environs de Paris, se trouvait un certain château nommé Château de Vauvert, qui passait pour hanté. Le château de Vauvert est depuis longtemps oublié, mais l'expression « au diable Vauvert » s'est conservée avec le sens de très loin, si loin qu'on n'en revient plus. Cette expression a perdu son sens littéral, mais les Français ne s'embarrassent pour si peu. Ils la comprennent à leur manière et en font dans le langage populaire au diable au vert ou tout simplement au diable vert. Les différents types de sens. Les sens des mots se laissent classer d'après quelques types essentiels. Tout mot polysémique possède un sens propre et des sens dérivés. Examinons en guise d'exemple le mot bouche, du latin populaire bucca. Les acceptions les plus importantes de ce mot sont cavité située au bas du visage et qui sert à parler, à manger, ouverture d'un four, d'un canon, pluriel embouchure, d'un fleuve par exemple. Les deux derniers sens peuvent être historiquement ramenés au premier signalé. Ils doivent être considérés comme étant dérivés. Le sens propre et le sens dérivé d'un mot ne peuvent être dégagés qu'à la suite d'une analyse diachronique. Dans la synchronie, on distingue le sens principal et les sens secondaires d'un mot polysémique. Le sens principal étant le plus usité à une époque donnée, constitue la base essentielle du développement sémantique ultérieur du mot et peut coïncider tantôt avec son sens propre, tantôt avec le dérivé. Le sens principal du mot révolution, en tant que terme politique, coïncide avec un de ses sens dérivés, sens propre étant mouvement d'un corps parcourant une courbe fermée. Le fonctionnement de ces mots n'est guère entravé par l'usage, la tradition linguistique. Il ne dépend nullement de la norme. Par contre, le mot remporter, qui s'emploie dans remporter un grand succès, serait déplacé dans remporter une grande réussite, quoique réussite soit un synonyme de succès. On dit une question délicate, un sujet délicat, sans qu'il soit possible de dire un récit délicat, un contenu délicat. Charles Bailey remarque qu'on dit désirer ardemment et aimer éperdument, et non aimer ardemment et désirer éperdument. On distingue aussi les sens phraséologiquement liés, qui s'opposent au sens dit libre. Le fonctionnement de ces mots n'est guère entravé par l'usage, la tradition linguistique. Il ne dépend nullement de la norme. Par contre, le sens propre des mots table, chaise, mur, homme, animal sont libres quant à leur faculté de se grouper, de s'employer avec d'autres mots. On peut dire une table de bois, de marbre, de métal. Il en va autrement pour le mot remporter, qui s'emploie dans remporter un grand succès, mais serait déplacé dans remporter une grande réussite, quoique réussite soit un synonyme de succès. On dit qu'un mot est employé au sens propre lorsqu'il est employé dans son sens premier.
c'est-à-dire son sens le plus simple et le plus courant. Elle s'est mariée en blanc, par exemple, habillée de blanc, c'est-à-dire. On dit qu'un mot est employé au sens figuré lorsque l'on passe d'une image concrète à des relations abstraites. Ne laissez jamais traîner un chèque en blanc, c'est-à-dire un chèque non rempli. Il n'est pas toujours facile de dire quel est le sens propre au sens premier d'un mot polysémique. Le passage du sens propre au sens figuré obéit à une forme de logique qui repose essentiellement sur la ressemblance, l'analogie, métaphore, ou la proximité, métonymie, entre le sens propre et le sens figuré, créé. Maintenant, on va parler des sources de l'enrichissement du vocabulaire en général et du vocabulaire français dans notre cas. La langue se rapporte aux phénomènes sociaux. Elle surgit et se développe avec l'apparition et le développement de la société. La langue ne se conçoit pas en dehors de la société. À son tour, la société humaine ne peut exister sans langue. La langue se modifie, se perfectionne en fonction du développement de la société à laquelle elle appartient. C'est avant tout dans l'histoire de la société qu'il faut chercher les causes du renouvellement linguistique. Les transformations sociales, les changements qui s'opèrent dans les mœurs, le développement progressif des sciences amènent infailliblement des modifications dans la langue. L'histoire du peuple crée les conditions nécessaires des modifications produites dans la langue. Quant aux changements linguistiques eux-mêmes, ils se réalisent d'après les lois propres à la langue qui dépendent de sa structure concrète. Les grands bouleversements produits au sein d'une société se répercutent immédiatement sur le vocabulaire en y apportant souvent des changements importants. Tel fut le cas de la Révolution bourgeoise française du XVIIIe siècle qui donna naissance à une foule de mots et de sens nouveaux. Démocratisé, nationalisé, anarchiste, propagandiste, nationalisation, etc., etc. Mais ce n'est pas seulement aux époques de grands événements que le vocabulaire réagit aux changements sociaux. À la suite de l'élargissement de contacts entre les pays, on fait des emprunts aux autres langues. En même temps, la langue tire constamment parti de ses propres ressources. Les transformations lentes ou rapides à l'intérieur de la société ont pour résultat la création de vocables nouveaux à l'aide de moyens fournis par la langue même. Ainsi sont apparues dans l'usage les formations nouvelles, normalisation, scolarisation, électrifié, mondialisé, essuie-glace, téléspectateur, pasteurisation, sans fil, cégétiste, aéroport. Le vocabulaire peut enfin se renouveler sans que la forme des mots change. Ce sont alors leurs acceptions qui se modifient ou qui se multiplient. Bâtiment ne signifie plus l'action autrefois, mais ce qu'on a bâti. Maison ou navire. Ainsi, les principales sources de l'enrichissement du vocabulaire sont: premier, c'est l'évolution sémantique du mot; deuxième, c'est la formation des vocables nouveaux; et troisième, les emprunts.